Et merci encore une fois d'être présent donc à ce Web & Breakfast numéro 17 déjà. C'est dommage, j'aurais bien aimé faire un numéro 18 pour faire l'année 2018. Bon, donc j'ai dit je vais pas en sauter un comme iPhone ou Apple. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandre de Souza, voilà, qui est dirigeant de la société Easy, qui est dans ces murs même, puisqu'on est juste au-dessus. On a l'agence donc qui est créée maintenant depuis 2010. Et moi pour ma part j'ai 15 ans d'expérience dans le web et j'accompagne les entreprises donc, dans leur communication digitale essentiellement par la création de sites internet et le référencement naturel parce que je dis souvent un site c'est bien mais les visiteurs c'est mieux. Donc le référencement est maintenant un passage obligé et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui on va parler des bonnes résolutions référencement naturel donc, de 2018. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui ont assisté, il y a ces 2 ou 3 ateliers, c'était le 14 ou le 15, on a déjà parlé donc, des tendances SEO de 2017. On va voir qu'on retrouve certains points, il y a éventuellement le contenu qui a changé, puisque maintenant le contenu vidéo, photo, il faut qu'il soit de plus en plus unique et de plus en plus en quantité. On est passé par d'abord de la quantité, qui était plutôt duplicate, et ensuite par de la quantité qualitative, et là maintenant c'est de la qualité et encore plus de quantité. Voilà, donc on le verra tout à l'heure. Mais également pour le référencement, il y a le côté référencement naturel avec le placement naturel donc, de votre site sur Google, mais il y a aussi l'achat de mots-clés, c'est les fameuses annonces que vous voyez, donc les annonces sponsorisées, que ce soit des achats de mots-clés sur Google, mais également sur Facebook désormais, puisqu'on peut acheter, alors non pas des mots-clés, mais du ciblage et de la publicité sur Facebook, ça peut être aussi sur Instagram, voilà, on accompagne toutes ces sociétés là-dessus, et également on fait une partie, on a maintenant des compétences en développement. Voilà, Rémi qui nous a rejoint il y a peu, qui fait de la création d'applications vraiment spécifiques pour des métiers tels que l'automobile ou le textile. Voilà, donc vous avez quelques exemples de clients. Écoutez, aujourd'hui, donc on va parler du SEO, du référencement naturel, Search Engine Optimization, l'optimisation de résultats sur les moteurs de recherche. Voilà, vraiment, ça concerne uniquement les moteurs de recherche. Et en 2018, puisque ça y est, on vient d'y passer. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour, on va dire, être bien placé actuellement? La première chose, c'est l'optimisation pour le mobile. Voilà, il faut savoir que le mobile est devenu une priorité vraiment pour le site internet parce que on est à peu près là à 40-60% de gens qui surfent sur mobile, et plus ça va, plus ça augmente. Voilà, on est quasiment à égalité. Il faut savoir qu'en Amérique, c'est depuis très longtemps le cas, c'est-à-dire que le mobile a dépassé l'ordinateur voilà, pour visiter un site internet. Et là, donc, on est vraiment maintenant sur le mobile. Voilà, donc on va détailler un petit peu plus tout à l'heure. Un autre point que j'ai déjà abordé carrément sur un atelier entier, c'est l'HTTPS, la sécurisation du site. Il faut savoir que déjà en 2017, ils nous prévenaient, attention. Maintenant, ça y est, c'est fait. Depuis octobre-novembre 2017, tous les sites qui ne sont pas sécurisés, ils ne s'affichent plus correctement. Déjà, ils sont peut-être pas déclassés, mais mis en seconde, troisième, quatrième position par rapport à d'autres qui sont sécurisés. Mais en plus, ils peuvent être pénalisés pour de bon. Et donc là, vraiment, c'est une priorité. Du contenu, je vous en ai parlé tout à l'heure, visuel, avec des vidéos et des photos. Pourquoi? Parce que c'est ce que voient et retiennent le mieux les personnes, du visuel, de l'image. Voilà. Quand on le voit, même quand on fait, mais quand on voit en priorité, c'est des choses qui vont retenir l'attention du visiteur. Et également donc la géolocalisation et le référencement local, voilà, plus ça va et plus Google essaye de personnaliser. On parlait tout à l'heure du RankBrain, dites-vous bien que non seulement il veut personnaliser par rapport à son historique, mais aussi par rapport à la localisation de la personne. Une recherche sur, on parlait de foie gras, va être intéressante pour un client qui est à Brive, de lui donner tous les magasins de foie gras qui sont à Brive, et non pas ceux qui sont à Paris. Voilà. Donc ça, très important, et d'autant plus, comme pour le premier point, le mobile. Il faut savoir que le mobile, maintenant, quasiment, on va dire 80-90% des gens sont géolocalisés avec leur mobile à 100% du temps. Ils peuvent fournir des résultats très précis dans les recherches grâce à cette localisation. Voilà. Donc ça va ensemble. Et ensuite, l'utilisation des réseaux sociaux. Il faut savoir que les réseaux sociaux maintenant font partie intégrante de la vie des gens et encore plus en 2018 et tout au long de l'année, il va y avoir de plus en plus de gens qui utiliseront une multitude aussi de réseaux sociaux, puisqu'on en voit encore qui sortent encore plus de nouveaux, de nouvelles fonctionnalités. Alors
la priorité, c'est vrai, c'est Facebook, par exemple, si vous avez une cible plutôt particulière, de particulier. Ça peut être LinkedIn aussi, si vous êtes plutôt sur du professionnel, mais c'est vrai que le professionnel se retrouve souvent sur Facebook également, alors que le contraire n'est pas réciproque. Donc on va commencer par le mobile. Je vais vous montrer un peu en détail pourquoi l'optimisation du mobile est importante. Tout simplement, on va faire des chiffres, 43% de recherche mobile en plus tous les ans. Donc tous les ans, il y a 43% de plus. Donc là, 2018, on a 43% de recherche en plus que l'année dernière. Donc ce qui est clair, c'est que si vous n'êtes pas présent sur le mobile, si vous n'êtes pas présent dans l'index mobile, vous ne ressortirez pas. Et Google est capable maintenant, et même depuis très longtemps, d'analyser votre site, que ce soit en mobile ou sur ordinateur, et il va pouvoir analyser le contenu tel qu'il est présenté, et est-ce qu'il est accessible rapidement, facilement, est-ce que l'on voit tout le contenu ou pas. Voilà, on voit encore des sites, par exemple sur l'ordinateur, on va avoir tout un tas de contenu accessible. Dès qu'on va passer sur le mobile, on va avoir du contenu qui s'en va, et qui n'est plus disponible. Et ça, Google le détecte et il n'aime pas. Parce que ce n'est pas normal, vu que maintenant de plus en plus de gens surfent sur mobile, il faut qu'ils aient le même accès et le même contenu que sur ordinateur. Voilà, il y a aussi 95% des utilisateurs de mobile, je vous le disais tout à l'heure, qui font des recherches locales. Donc ce qui veut dire que si vous n'êtes pas présent, encore une fois, sur le mobile et sur le local, vous ratez des visiteurs, des prospects et peut-être des clients. Il y a 4 consommateurs sur 5 qui utilisent leur mobile pour faire des achats. Alors, juste une aparté, sur le mobile, effectivement, maintenant, les 4 consommateurs sur 5 ne vont pas spécialement acheter sur mobile. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont faire une première sélection sur le mobile, qui vont continuer leur recherche sur l'ordinateur, et qui, je donne un exemple, vont finir sur le canapé le soir sur la tablette. Et donc là, c'est vraiment un ensemble de recherche et de fidélisation, entre guillemets, du visiteur pour arriver à le faire acheter sur quel que soit l'appareil qu'il utilise. Et ça, donc, s'appelle le cross-canal, et ça, c'est de plus en plus en vogue. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes, alors je donne un exemple qui peut être aussi, au bureau, entre midi et 2, on regarde sur l'ordinateur bureau, et on arrive à la maison, ou alors, juste avant de prendre la voiture sur le mobile, on valide sa commande. Et donc tout ça, il faut l'anticiper. Voilà, donc le mobile first, qu'est-ce que c'est? Mobile first, c'est de imaginer le mobile avant la version ordinateur. C'est-à-dire de mettre en avant plutôt sa version mobile que sa version ordinateur. Il faut savoir que l'index mobile first, c'est que Google, il a 2 index, donc des ordinateurs qui enregistrent tous les sites qu'il visite. Il a le premier index qui est celui du desktop, donc de l'ordinateur, le site que l'on voit classique, et l'index mobile, qui lui va analyser le contenu de votre version mobile. C'est-à-dire comment quelqu'un qui va surfer sur mobile va voir votre site. Et donc ça, c'est important de se dire que déjà, il y a quelques temps, Google disait attention, l'index mobile va devenir le moteur principal. Alors pourquoi? Parce que de plus en plus d'utilisateurs sont en premier sur le mobile, donc obligatoirement Google lui veut répondre aux besoins de ses visiteurs, donc il veut faire quoi? Il veut répondre aux personnes qui sont le plus sur le mobile. Donc ce qu'il va mettre en avant, c'est l'index mobile. Et donc ce qu'il faut faire, c'est utiliser un site. Alors il y a plusieurs techniques, mais la mienne en tout cas, celle que je conseille, c'est le responsive design. Voilà. Le responsive design, tout simplement, c'est un site qui va s'adapter à la résolution de l'écran. Donc là on voit par exemple l'exemple donc sur la résolution très grande d'un écran d'ordinateur très grand qui peut être en 24 ou 26 pouces même, 27. Et là sur un ordinateur portable, donc on va voir que le texte a légèrement rétréci pour s'adapter. Ensuite sur tablette, voilà, version portrait, c'est qu'on va voir l'image, la grande image passer au-dessus. Et donc on va créer, et là ici sur le mobile, vraiment plus petit. Et on va adapter son site, on va adapter donc le CSS, c'est le style du site. Voilà, c'est un terme technique qui veut dire le script de style en fait, du site. On va l'adapter selon les tailles de l'écran. Donc la plupart du temps, ce que l'on fait quand on développe à 3 tailles. C'est-à-dire qu'on va indiquer 3 tailles où c'est qu'à partir de telle résolution, hop, on bascule sur la version tablette, on va dire, et dès qu'on est sur un petit écran, on va basculer sur la version mobile. Alors ça reste le même contenu. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule page avec le même contenu, mais juste c'est l'affichage qui va s'adapter.
Et donc on n'est pas obligé de faire comme avant. Vous avez vous rappelez peut-être, il y avait des m.lesite.com ou .fr. Voilà, c'était un site qui avait été fait exprès sur mobile. Le souci, en tout cas ce qu'ont rencontré les développeurs, c'est que Google, comme on l'a dit tout à l'heure, il veut que le contenu soit le même sur l'ordinateur, sur le mobile. Sauf que les développeurs, quand ils faisaient la version mobile, comme ils savaient que l'écran était plus petit, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils enlevaient le contenu, on va dire, qu'il était secondaire ou qui n'était pas le plus important. Et donc Google, quand il a vu ça, les sites commençaient à rétrograder. D'où l'intérêt de passer sur du responsive design. Alors, une autre technique qui aussi est possible, c'est Google a mis en place un script open source, un logiciel open source qui s'appelle AMB, qui permet de faire des sites vraiment spécifiques pour le mobile, très légers. C'est-à-dire que vous allez avoir un fond blanc, juste l'image, le texte. Alors ça vaut beaucoup pour tous les sites d'actualité, tous les sites de blog, voilà, tout ça, ça marche très bien. Pour le e-commerce ou autre, un petit peu moins. Donc moi je ne conseille pas l'AMP, pourquoi? Parce que, encore une fois, on est obligé de refaire notre site, on va dire d'autres pages de son site allégées, et qui sont hébergées par le serveur de Google. Donc ça c'est pour moi déjà un frein. Maintenant le responsive design marche très bien, il se référence très bien, si il est bien fait bien sûr. Voilà, donc après j'avais fait quelques exemples, quelques images, vous voyez là par exemple, on a le slide, les images, et on a ici le contenu qui va se mettre en bloc, et sur le mobile, tout va être à suivre verticalement. Et on va pouvoir faire un grand slide pour voir tout le contenu. Voilà. Et donc là on est sûr qu'on a toutes les informations, et vous voyez sur le site e-commerce par exemple, un site e-commerce fonctionne très très bien. On va pouvoir avoir un site e-commerce qui fonctionne bien, avec les mêmes informations, mais qui va restreindre dans un écran plus petit d'un mobile ou d'une tablette. Voilà. Donc ça, si vous utilisez un CMS tel que PrestaShop, WordPress, Joomla, Drupal, il y a possibilité, si vous n'avez pas déjà un design responsive, ce qui vraiment serait très très embêtant en 2018, en tout cas, déjà l'année dernière c'était embêtant, mais là cette année encore plus, vous pouvez changer très facilement le design. Alors quand je dis facilement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de refaire tout le site. Il va falloir juste redessiner une maquette responsive et intégrer sur le CMS. Maintenant, si c'est une solution propriétaire, un développeur spécifique qui vous a fait le site, sans utiliser un CMS, donc j'ai parlé peut-être un peu vite, est-ce que tout le monde connaît CMS? Content Manager System, c'est donc un système de gestion de contenu, donc tel que PrestaShop, WordPress, qui est le plus connu, Drupal, Joomla, voilà. Et donc là, vous allez pouvoir juste changer le thème graphique tout en gardant votre contenu. Sauf que si vous êtes sur un site propriétaire, sur un script propriétaire, ça va être un peu plus compliqué parce que là, le développeur va devoir réadapter la totalité, on va dire, du thème par rapport à votre programmation de site internet. Voilà. Oui. Est-ce qu'il existe des outils pour analyser son responsive design? Alors le premier point c'est déjà soi-même, de regarder avec sa mobile, mais sinon sur Firefox ou Chrome, vous avez un système maintenant de développement, on appelle, que nous on utilise beaucoup en termes de développement. Vous allez dans les trois petits points là, vous savez, pour suivre, et vous regardez outils développement, je pense que c'est ça sur Firefox, et donc vous allez avoir une barre en bas qui va s'ouvrir, et vous avez sur le côté à droite une petite flèche, et à côté une sorte de petit dessin mobile. Vous cliquez dessus et ça va vous montrer, hop, ça va rétrécir. Voilà, vous allez avoir. Voilà, après on peut rétrécir la fenêtre, mais sinon avec l'outil de développement c'est vraiment très très bien fait, parce que vous allez avoir un fond gris avec une fenêtre qui fait la taille d'un écran. Vous allez même pouvoir sur Firefox et même Chrome choisir le téléphone utilisé, Samsung, iPhone, et donc ça va vous mettre la résolution d'écran correctement, et vous allez voir votre site à l'intérieur tel qu'il apparaît sur un mobile. Et donc là vous allez pouvoir comparer. Mais c'est vrai que... Ah pardon, pour vérifier, c'est ça, pour valider que le responsive soit bien, c'est ça? Tout à l'heure vous avez dit et être sûr qu'il soit bien fait. Comment nous on peut tester Alors, ce qu'il est bien fait en général, pas que sur le mobile, pas que sur le responsive. Vous avez dit. Alors, s'il est responsive, c'est-à-dire que si vous voyez le même contenu sur votre ordinateur, sur votre mobile,
Déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, si le contenu se déplace bien correctement, c'est-à-dire que si vous avez une image qui va avec l'article 1, que quand vous êtes sur le mobile, que l'image 1 soit bien avec l'article 1, que ce ne soit pas tout mélangé. Déjà, c'est un deuxième bon point. Et la troisième, c'est que tout le contenu soit accessible sur une même, c'est-à-dire que sur une même page, que sur le mobile, vous ayez accès à tout le contenu de la page. Et donc là, ça veut dire que tout est bon, logiquement. Donc ça, vous pouvez vérifier avec ce fameux outil. Le principal, c'est vraiment qu'il n'y ait plus de différenciation. Maintenant, c'est vraiment l'important entre ce que voit quelqu'un qui est sur ordinateur et ce que quelqu'un voit sur le mobile. Il faut que tout le contenu soit le même. Par rapport à la durée de téléchargement du site, oui. Parfois c'est plus long sur la version mobile que sur ordinateur. Voilà. Alors ça peut s'expliquer par le réseau, déjà. Est-ce que la connexion au réseau est bonne ou pas? Et est-ce que les images sont optimisées? C'est-à-dire que sur mobile, ce que l'on peut faire, c'est optimiser. En responsive, c'est d'ailleurs la plupart du temps ce que l'on fait. Alors je vais reparler technique, on parle de Bootstrap. Bootstrap permet de donner 3 tailles d'images. Un exemple une grande image donc, qui est là, qui va être une image, alors ça vous allez voir par rapport à la taille des vêtements, on va donner cette taille XL, on va donner cette taille d'image en M et cette image en XS. Et donc quand on va charger le site internet, le site selon la résolution va aller télécharger les images de la taille qui correspond à la taille de l'écran. Ce qui fait que là, vous imaginez bien que celle-là est beaucoup plus lourde que celle qui est ici. Donc ce qui fait que sur le mobile, on va avoir un téléchargement beaucoup plus rapide que sur l'ordinateur qui est normalement mieux connecté, puisqu'il n'y a pas de 3G, de 4G ou d'Edge, même des fois. Voilà. Donc ça on peut le tester. Google, alors j'en ai pas parlé là, mais c'est vrai que ça fait partie aussi des points qu'on pourra voir sur le référencement avancé. Tout ce qui est le temps de chargement d'une page. Voilà, Google il fait très attention désormais et on peut le tester avec Google Speed Test ou Mobile Test ou autre. Voilà, il y a possibilité de le tester. Alors justement, ça me fait penser aussi, je viens de dire Mobile Test, ça me fait penser qu'il y a également un outil donc Google qui permet de vérifier la compatibilité mobile et le temps de chargement sur mobile. Il va regarder aussi, je vous parlais de script tout à l'heure, un slide pour pouvoir faire un mouvement, vous savez le diaporama, pour qu'il puisse tourner, il utilise un script. Souvent ou du JavaScript ou de l'Ajax ou autre, et on va pouvoir sur le mobile alléger ces scripts pour que justement, encore une fois, ça se télécharge beaucoup plus simplement. Voilà. Donc ça, oui, il y a Google Mobile Test qui va vous permettre de vous donner une note, la plupart du temps sur 100, si je me souviens bien, et qui va vous dire votre site est très compatible avec le mobile ou votre site, attention, il y a des améliorations. Et comme ils font bien les choses, ils vous disent même ce qu'il faut améliorer. Donc voilà, ça n'hésitez pas à tester. Et Google est là aussi pour aider le webmaster, parce que si le webmaster fait des choses bien, derrière les visiteurs vont avoir ce qu'ils veulent et ils vont rester sur Google. Bon, même si maintenant il n'a plus grand part de marché à gagner, puisqu'il est déjà à 96 ou 97% de recherche. Comment? En France. Oui, en France. Parce qu'en Amérique, on est en train de rechanger, oui, tout à fait. Ouais. Oui, mais après, je pense aussi que c'est l'esprit monopolistique qui, à un moment donné, fait revenir en arrière. Moi, je me souviens quand j'utilisais les premiers ordinateurs, mais Windows, on voyait des procès à tout va qui disaient le monopole de Windows, autre. Google, on l'a laissé petit à petit gratter toutes les parts de marché, et il n'y a pas eu d'anti-monopole. Ça, c'est une autre histoire. Chaque fois, j'en parle un petit peu, mais... Voilà donc pour le responsive design. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions? On verra ça à la fin, on pourra faire un autre échange si vous le souhaitez. Voilà, donc le mobile, priorité. Deuxième priorité, le HTTPS. Ça, est-ce que vous avez tous avoir un site internet? Est-ce qu'il y en a encore qui ne sont pas sur du HTTPS? Oui. Alors ça, le HTTPS, c'est très important. Ça permet tout simplement d'avoir des transferts de données qui sont sécurisés. Donc comment on le détecte? C'est tout simplement en haut HTTPS avec le petit S après HTTP et ce fameux cadenas vert qui est indiqué. Et donc ça, Google en a fait son cheval de bataille l'année dernière parce qu'il estimait qu'il fallait vraiment protéger les données de chacun. Et moi je suis un peu dans son sens, même si je ne le suis pas tout le temps. Là pour ça je le suis un peu parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus de cas de problèmes d'hameçonnage, de problèmes alors j'ai également de phishing ou de les ransomware, voilà, tous ces PC qui sont infectés. Et donc le fait d'avoir un HTTPS va peut-être bloquer aussi cette fonction-là parce que les gens qui vont créer des faux sites, vous savez, les faux sites banques Crédit Agricole, SFR, vont devoir acheter ce HTTPS parce que on sait maintenant que tous les sites d'autorité, SFR, Le Monde, la banque, autres, ont des HTTPS.
Et donc on va peut-être plus se méfier. Et ça permet déjà d'éradiquer cette partie-là. Et la deuxième, c'est que ça permet aussi d'échanger ensemble. Quand vous tapez vos identifiants mots de passe, ça évite que quelqu'un vous les prenne, parce que tout ça est chiffré de votre PC jusqu'au serveur. Donc ce qui fait que normalement, même si quelqu'un est glissé entre le Wi-Fi ou autre, il y aura toujours de toute façon des gens qui pourront le déverrouiller ou autre, mais ça sécurise en tout cas grandement. Donc voilà, donc ça très important. Déverrouillé ou pas, ça il suffit d'avoir des logiciels qu'il faut et d'avoir le PC qui tourne bien pour arriver. Après la plupart du temps c'est ou des keyloggers ou on va essayer de trouver le chiffrement entre les deux. Bon, il faut savoir que la plupart du temps c'est du chiffrement 128 bits, donc le minimum c'est ça en tout cas pour avoir un HTTPS correct. Donc ce qui fait beaucoup de solutions. Donc normalement ça devrait être sécurisé. Mais sachant qu'il y a une clé navigateur et une clé serveur, donc tous les échanges se font logiquement correctement. Surtout, on a maintenant, alors on va voir tout à l'heure un petit peu plus loin, on a des logiciels comme Let's Encrypt qui ont décidé vraiment de libérer le HTTPS à tout le monde et qui le proposent gratuitement. Donc vous pouvez avoir un certificat gratuit. Bon, il y a toujours l'installation quand on n'est pas technicien qui doit être fait par un technicien ou un développeur, mais en tout cas le certificat est gratuit. Il y a encore quelques temps, nous on achetait des certificats à 200, 300, voire 500 euros pour des certificats domaine. C'était assez cher. Voilà, donc mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez améliorer votre visibilité. Bon, mais ça c'était il y a quelques temps. Alors, oui, ça date depuis 2014. Depuis 2014, lors d'une conférence Google, ils avaient dit attention, on veut du HTTPS partout. Donc ils ont mis le temps. Vous voyez, maintenant ça fait plus de 4 ans. Donc ils avaient dit aussi attention, en 2017, il va y avoir des changements. Et bien ils les ont eu. C'est-à-dire qu'en octobre-novembre, toutes les mises à jour de Firefox et Chrome ont installé un petit affichage. Ça vous avez déjà dû le voir, je suis persuadé. C'est-à-dire que quand vous allez sur un site qui n'est pas HTTPS, que vous allez rentrer un adresse mail et un mot de passe, vous voyez, cette connexion n'est pas sécurisée. Les identifiants pourraient être compromis. Je peux vous assurer que sur un site e-commerce, si la personne voit ça, qu'elle vient de s'inscrire, qu'est-ce qu'elle a dans sa tête? Hop, elle s'en va et elle finit pas sa commande. Donc très très important, au moins sur le e-commerce. Maintenant sur un site vitrine, vous avez juste un formulaire de contact. Il y a encore le choix, même si pour moi depuis 2017 on n'a plus le choix. Voilà, il faut le HTTPS. Donc là c'est vraiment très très important parce que c'est tous les navigateurs maintenant qui l'affichent. Donc là vous avez également en haut, vous avez pas le cadenas vert, mais un gros triangle rouge qui vous dit attention, c'est pas sécurisé. Là vraiment pas mal. Donc là HTTP non sécurisé, donc risque de quoi? Mais risque de sanction par Google. Donc en plus vous allez avoir un visiteur qui risque d'arriver sur votre site et de repartir parce qu'il a peur. Et en plus vous risquez de perdre des places. Google va vous rétrograder par rapport à d'autres sites qui sont dans la même thématique que vous, la même activité, et qui vont passer devant parce qu'ils ont le HTTPS, parce qu'ils sont bien optimisés mobile, et vous, malgré tout le travail que vous allez faire de contenu, d'ajout d'images, d'informations, comme vous ne serez pas HTTPS, vous perdez les points que vous pourriez avoir si vous l'avez. Donc encore une fois, vraiment, c'est pas cher. Voilà, entre guillemets, si je peux me permettre, parce qu'il y a toujours ce coût d'installation, mais des solutions, voilà, il y a par exemple OVH qui vous propose sur tous ces abonnements la solution Let's Encrypt dont je vous parlais, qui est une solution gratuite mais qui fonctionne vraiment, c'est du vrai SSL, c'est du vrai échange sécurisé, c'est vraiment, pour le site ça suffit. Voilà. Ensuite vous avez des solutions qui sont des certificats plus élaborés. Alors, pour vous donner un exemple, vous avez www.mondomaine.com. Quand vous allez sécuriser ce nom de domaine, vous allez sécuriser mondomaine.com. Mais vous allez lui dire, je l'utilise avec www. Donc là, Let's Encrypt va vous protéger le domaine sans le W et avec le W. Par contre, si vous voulez vraiment qu'il n'y ait pas marqué, alors, quand vous allez sur le site www, vous allez avoir en haut sécurisé avec le petit cadenas vert, et si vous cliquez, vous voyez certificat fourni par Let's Encrypt, voilà. Et donc ça vous valide votre domaine. Avec ça, vous pouvez valider la société. C'est-à-dire que vous devez sûrement le voir quand vous allez, alors je prends un exemple, banque postale, crédit agricole, vous voyez non pas un petit cadenas vert, mais cadenas vert avec dessus certificat crédit agricole, certificat caisse d'épargne, certificat la banque postale, voilà. Et là vous voyez vraiment le nom de la société parce que c'est un certificat qui est attribué à la société. Et donc c'est un certificat qui a beaucoup plus de valeur
puisque la société est obligée de prouver, là c'est le service Comodo, que c'était bien la bonne société, qui gérait bien ce site internet, voilà. Et donc c'est un certificat encore plus évolué. Bon, bien sûr, il y a un coût qui est de 100 € hors taxe par an, ce qui n'est rien par rapport à l'intérêt que ça peut donner vis-à-vis de l'assurance de la société bien implantée depuis aux visiteurs. Donc voilà, donc il y a d'autres solutions aussi après où c'est qu'on peut valider tous les domaines, tous les sous-domaines d'un domaine. Par exemple, à la place d'avoir www.mondomaine.com, on peut avoir service client.domaine.com, support domaine.com, boutique.domaine.com, et là il va falloir acheter un certificat par sous-domaine. Donc là vous avez Gandhi aussi qui le propose. Voilà, donc là vous l'avez inclus le SSL standard qui correspond à Let's Encrypt, un SSL Pro qui va donner plus de transactions, par exemple à une transaction financière garantie. Voilà. Vous avez aussi la fonctionnalité Green Bar, c'est-à-dire que toute la barre va devenir verte parce que c'est la société qui est validée. Voilà, donc ça aussi, ça peut donner encore une assurance voilà, vis-à-vis du visiteur. Et un SSL Business qui, lui, va donner 200 000 € de transactions garanties pour le visiteur. Ce qui fait que sur un e-commerce, vous pouvez mettre ça en avant en disant s'il y a un vol, quelqu'un vole votre carte bancaire ou autre, il pourra être remboursé parce qu'il y a une garantie. Voilà. Vous avez, alors après voilà, on peut aller sur un et un, on peut parler de tout, voilà, de tout plein d'autres sociétés. Tout ça, c'est à voir avec votre développeur si vous êtes hébergé sur une de ces solutions-là. Et si c'est le cas, intégrez le SSL. Alors, attention juste au passage HTTP, HTTPS. Il faut faire très très attention aux redirections. C'est-à-dire que quand on avait un site avant qui était en www.monsite.com en HTTP, quand vous mettez un HTTPS, pour Google, c'est comme si c'était un nouveau site. Donc il faut bien aller dans sa Google Search Console, vous connaissez tous, Webmaster Tools. Voilà, c'est ce qui permet en fait de contrôler comment est indexé son site sur Google, le temps de chargement, les pages qui sont vues, les pages qui sont indexées, celles qui ne le sont pas. Mais on va pouvoir dessus lui dire attention, mon site a changé, il n'est plus sur HTTP, il est sur HTTPS. Et donc là, il va prendre en compte toutes les nouvelles adresses et ne pas faire de duplicate. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire que http:// mon site page 1 est la même que, enfin est dupliqué que HTTPS ma page. Donc il faut vraiment ça faire bien, c'est pour ça que je vous conseille quand même de faire appel à un prestataire, que ce soit moi ou à un autre, pour mettre en place le SSL. Allez voir votre développeur actuel pour vraiment lui faire mettre en place ce SSL mais correctement. Et ça il faut vraiment faire attention parce qu'il y a eu des déclassements à cause de ça. Vu que les deux HTTP et HTTPS étaient disponibles, qu'il n'y avait pas de redirection, qu'on n'avait pas informé Google, qu'est-ce qui se passe? Les deux sites sont blacklistés. Et donc là, pour faire revenir, il faut tout reprendre son référencement, réavertir Google, demander une suspension de pénalité. Enfin, voilà, il y a plein de... Donc vraiment le faire correctement. Et ça, c'est primordial. Alors ça peut être fait aussi dans une refonte de site, et on rebascule sur un nouveau HTTPS. Ça peut être fait sur un passage d'un nouveau domaine. Enfin, ça, mais vraiment, il faut le faire correctement. Voilà, donc on va passer au contenu, vidéo et images. Alors il faut savoir que maintenant le contenu le plus utilisé, le plus digéré par les visiteurs, c'est du contenu vidéo. Que ce soit même visuel, on va dire, vidéo ou photo. C'est vraiment ça le plus important. Pourquoi? Parce que tout ce qui est utilisé par les utilisateurs, c'est de plus en plus de la vidéo. Alors il y a les réseaux sociaux effectivement, mais aussi sur les sites internet. Donc 81% en plus de ces vidéos, elles sont utilisées, alors certes, c'est les résultats, les pages de résultats sur les moteurs de recherche. Search Engine, Research Page, Result Page Search. Donc c'est vraiment, les SERP, c'est ce qui correspond aux pages de résultats. Quand vous tapez par exemple foie gras, on parle beaucoup, vous allez avoir la page qui correspond aux résultats sur Google, c'est ce qu'on appelle une SERP. Donc proviennent de quoi? De YouTube. Voilà. C'est-à-dire que YouTube donne 80% des vidéos, c'est sur Google. Alors vous allez me dire c'est normal, puisque YouTube appartient à qui? Appartient à Google. Donc il va mettre en priorité son service à lui.
Il faut savoir aussi que YouTube est quand même utilisé vraiment, c'est lui qui utilise le plus. Alors Facebook maintenant commence avec son service d'hébergement de vidéos, de prise en live en 360, commence à prendre le pas. Voilà. Eux aussi ils emmènent des nouvelles solutions. Ce qui veut dire que si vous avez des choses à faire, ben, ça peut être aussi sur YouTube parce que vous allez faire plaisir à Google, vous utilisez son service. Un positionnement des vidéos est 50 fois plus élevé, donc ça veut dire que par rapport à un contenu, ben, ça peut être beaucoup plus vu et beaucoup plus, on va dire, cliqué. D'ailleurs, c'est le résultat d'après, plus élevé que sur du texte, c'est-à-dire qu'il y a un taux de clic de 41% plus élevé. Si vous cherchez sur Google, alors je vais changer, je ne vais pas dire foie gras, je vais dire voiture rouge. Si vous cherchez voiture rouge, que vous avez 2 vidéos présentées sur YouTube avec 2 voitures rouges et que vous avez après du texte, et les personnes sur quoi elles vont cliquer? Elles vont cliquer sur la petite icône de la vidéo. Google aussi les a mis en valeur, c'est-à-dire que maintenant Google, ben, il met une bande avec la bande soit de photos, soit de vidéos, il va mettre en avant aussi ce contenu interactif, parce qu'il sait que les visiteurs, ben, ils aiment ce contenu. Donc comme il veut satisfaire ses visiteurs, ben, il met ce qu'ils aiment. Donc là, on se rend compte que c'est très très important. Alors, ça peut être de la vidéo de tout, ça peut être vidéo d'information sur un produit, ça peut être un tutoriel, ça peut être vraiment n'importe quelle solution, en tout cas vidéo, par rapport à votre activité. Et donc ça, à vous de trouver. Alors il y a des solutions maintenant avec par exemple Instagram ou des petites applications qui peuvent vous faire des petites vidéos courtes. Voilà, ça aussi les gens aiment bien. Alors, je ne l'ai pas indiqué là, mais on voit par exemple Snapchat qui marche vraiment beaucoup. Instagram a sorti son système de stories qui vous permet de faire des vidéos courtes ou des petites photos avec du texte. Voilà. Et donc ça peut permettre aussi de faire du contenu différent. Voilà, ça peut être, alors moi ce que je fais par exemple chez le Web & Breakfast, ce que j'enregistre et ce que je rediffuse permet aussi de faire du contenu vidéo. Et de nous permettre aussi de dire, voilà, on a cette expérience, on a cette compétence, et on le met en vidéo en plus. Donc ça peut être aussi utile pour le référencement, et ça l'est. Donc ce que je vais vous montrer aussi, c'est par rapport à la page. On a vu tout à l'heure, les images, les photos, très très important. Vous voyez là, j'ai juste tapé Galette des Rois, je ne suis pas dans images. Je suis vraiment dans toutes les recherches. Et qu'est-ce que l'on voit? Qu'est-ce qui est pour vous le plus flagrant sur la page de recherche? C'est les photos, c'est les images. Donc là, vous pouvez utiliser, alors là j'ai pris exprès quelque chose de neutre, il n'y avait pas spécialement de choses commerciales, mais si vous le souhaitez, vous pouvez aller vous différencier par rapport à vos concurrents en mettant des images avec du petit texte, un petit texte très fin qui va dire cliquez ici, ou alors quelque chose de plus, voilà, on va dire, si vous êtes sur du foie gras, peut-être foie gras Made in France, ou quelque chose comme ça, d'avoir une toute petite écriture sur l'image qui va pousser le visiteur à aller cliquer sur votre image plutôt que sur celle du concurrent. Et donc ça, excusez-moi, c'est très important parce que vous allez pouvoir vous différencier par rapport aux autres. Alors ça me fait penser à une blague. Vous connaissez la souris qui arrive à côté de l'autre souris qui lui dit excusez-moi, m'approche pas, j'ai un chat dans la gorge. C'est ce qui m'arrive. C'était une petite blague. Et donc voilà, donc l'image, vraiment très très important de se différencier. Parce que c'est ce qu'on voit en premier. Et c'est sûrement ce qui va être cliqué en premier. Bon, à part si bien sûr vous cherchez une recette. Mais si vous voulez une image, quand vous allez aller sur le Google Images, vous allez avoir tout plein d'images qui correspondent à votre recherche. Et si vous êtes différencié, c'est sur votre site qui risque d'être. Donc ça, très important. Le contenu photo est aussi, quasiment aussi important que la vidéo. Sur votre site, puisque sur votre site vous n'allez pas avoir que des vidéos, c'est ce qui est le plus compliqué, on va dire, à faire par rapport à de la photo. Donc avoir de belles photos qui se différencient depuis vos concurrents. Je vois encore trop de sites e-commerce qui utilisent les mêmes photos que les fournisseurs à donner, et donc ce qui fait que tous les commerçants qui vendent le même produit, ils ont les mêmes photos. On le voit par exemple souvent sur les radiateurs, tout ce qui est électroménager ou autre, la même photo est sur tous les sites qui vendent le même produit. Voilà. Donc ça, ce qui serait bien, c'est ou de retailler, ou de réécrire un texte, donc comme je l'ai dit, ou de modifier le positionnement, voilà, et d'arriver à faire ses propres photos. C'est quelque chose maintenant qui est très 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 important, parce que c'est ce que le visiteur veut. Il veut des choses personnalisées. Donc voilà pour les photos, juste une petite image par rapport
à Web & Breakfast. Vous voyez, donc ça c'est notre compte YouTube. Je vous invite d'ailleurs à y aller sur Web & Breakfast Easy, et ça vous permet de voir tous les ateliers que l'on a fait quasiment depuis le début, parce qu'avant on les enregistrait pas, et ça permet, nous en tout cas, de montrer qu'on a du contenu vidéo, que les ateliers sont enregistrés, et sur les moteurs de recherche, si vous allez chercher sur des ateliers, des choses comme ça, on a possibilité de sortir en premier, en tout cas sur la géolocalisation de la Corrèze. On n'est pas encore national, on ne se déplace pas en toute la France, mais pourquoi pas. Voilà, donc là c'était la partie vidéo et photo. Ça me fait basculer donc sur le SEO local, le référencement local. Donc ça c'est pareil, c'est très très important, j'en ai parlé beaucoup l'année dernière. On commençait à le voir avec tout ce qui est Google My Business. Google My Business est de plus en plus présent sur les recherches, on le voit de plus en plus pour n'importe quel établissement. Et Google amène encore plus de fonctionnalités. Je ne sais pas si vous avez vu maintenant, quand vous créez votre Google My Business, vous pouvez créer un mini-site Google. Et donc ça, c'est pas pour rien, c'est parce que Google essaye de vous conserver aussi, conserver le visiteur dans son écosystème. Et si vous y êtes présent, vous avez plus de visibilité. Alors je dis pas qu'il faut faire que ça, parce que il faut votre indépendance aussi avec votre site, votre réseau social ou autre. Mais en tout cas, il faut être présent sur le local. Mad by Google bien sûr. Mais voilà, le My Business par exemple, c'est très très important. Alors pourquoi? Voilà, des chiffres encore. 50% des recherches sur mobile, qui commencent à être plus importantes que l'ordinateur, attendent des résultats locaux. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait une recherche sur un mobile, la plupart du temps, il veut un résultat qui est autour de lui. Oui, il est en mobilité, il est dans son mobile, il est en train de bouger, donc il est sûrement en train de chercher quelque chose à côté de lui. La moitié des recherches locales qui sont faites sur un mobile se finissent par une visite en magasin, ce qui fait que par un achat, la plupart du temps. Donc c'est 1 sur 2, ce qui est énorme. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas sur le référencement mobile et local, vous perdez peut-être la moitié de visiteurs de votre site. Donc ça, très très important, vraiment arriver à bien se localiser sur une zone de chalandise. Si vous êtes autour de Brive-la-Gaillarde, il va falloir intégrer sur votre site des mots-clés qui vont correspondre à votre zone de chalandise. On va faire comment? On va aller alimenter déjà sa fiche Google My Business, et on va bien indiquer à l'intérieur de sa fiche le nom. Vous voyez, eux, ils ont carrément mis Paris à côté de Big Fernand. On serait sur Brive, on ferait Big Fernand, Brive. Ce qui va permettre déjà en premier lieu de bien localiser. Alors à côté de ça, il va falloir aussi sur votre site indiquer sur chaque page de votre site, en tout cas si c'est local, si vous n'avez pas un rayonnement national, de bien indiquer des villes, des départements. Alors on le voit de plus en plus maintenant, moi je ne le conseille pas spécialement, mais faire des pages pour chaque ville ou chaque zone que vous visez. Ce qui permet de se référencer, de référencer la page sur la commune, sur la région, sur le département concerné. Et donc là, vous allez pouvoir mettre du contenu très spécifique avec les mots-clés de certaines communes, par exemple si vous êtes sur un département, de certaines communes. Nous travaillons sur Brive, mais beaucoup de nos interventions sont sur Tulle, et une grande partie de nos clients également avec le Thon. Et donc là, on va pouvoir avoir visé 3 communes de la Corrèze. Et donc Google va pouvoir l'identifier et pouvoir vous faire remonter sur cette recherche locale. Et donc ensuite, vous pouvez très bien faire agence web à Brive. Vous avez une page agence web à Brive, et là, à l'intérieur, vous allez parler de votre agence web et de Brive. Et ça va permettre de faire le lien, que Google comprenne que vous êtes une agence web qui fait de la création de sites, qui fait du référencement sur Brive. Et donc vous allez faire une autre page qui va parler par exemple de Tulle, de l'agence web à Tulle, avec un contenu, et ça j'y tiens, c'est très important, différent, vraiment unique, parce que si vous faites juste une duplication, un copier-coller en changeant juste Brive par Tulle, Google n'est pas bête et le détecte. Et donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Contenu dupliqué, pénalité. Donc ça, faire très très attention. Si vous le faites, soit vous le faites très très bien, c'est-à-dire avec des pages, avec du contenu unique, soit c'est une page qui parle du département en mettant les plusieurs villes. Donc le My Business, bien sûr, ça va être pour chaque établissement. Si vous avez un établissement à Brive et à Tulle, vous allez créer une fiche My Business pour Brive et une pour Tulle. Et donc à l'intérieur, est-ce que j'ai besoin de détailler un petit peu le My Business? Vous l'avez déjà fait ou pas? Vous l'avez déjà tous? Non.
Alors ça, il va falloir rentrer donc dans Google Maps. Par exemple, vous allez chercher votre établissement, votre nom. S'il n'y a rien qui apparaît, en tout cas pas de point sur Google Maps, vous allez pouvoir dire ajouter un établissement. Et quand vous allez l'ajouter, il va vous demander de rentrer votre nom, votre adresse, les numéros de téléphone, l'email. Vous allez valider. Et il va ensuite envoyer un courrier à cette adresse pour valider que vous habitez bien, du moins que votre activité est bien sur cette adresse. Et donc ce courrier, c'est un code que vous allez devoir re-rentrer sur Google My Business pour valider l'adresse. Une fois que l'adresse est validée, il va créer cette partie-là. Et cette partie-là va être alimentée par vous. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez ce que vous voulez mettre. Donc bien mettre les informations de votre société, bien mettre les horaires, parce que ça c'est quelque chose qui est très très consulté, les horaires d'ouverture. Quand ils vont dessus, moi c'est souvent où je vais sur, j'ai même pas besoin d'aller sur le site du magasin ou autre que je vais consulter, parce que j'ai les horaires marqués. Et il me dit attention, ça va fermer dans 1 heure. Attention, c'est voilà. Et vous avez même pour certains magasins qui sont très très fréquentés, les tranches de fréquentation, tranches horaires. Ça veut dire que vous savez si là à un moment donné il y a beaucoup de monde. Alors ça, comment il fait? C'est pas la magie, c'est tout simplement avec les mobiles. Encore une fois, vous êtes géolocalisé, donc il sait que s'il y a beaucoup de mobiles au même moment, au même endroit, ça veut dire que c'est une période d'affluence. Voilà. Et donc vous pouvez aller comme ça, vous pouvez savoir non seulement quand c'est ouvert, mais quand vous devez y aller. Bon, voilà. Et surtout, vous pouvez gérer vos images. C'est ça qui est très très important. C'est-à-dire que sur votre site ou votre... Oui, alors... pas toujours, pas toujours. Vous pouvez gérer vos images, c'est-à-dire vous ajoutez vos propres images. On fait les questions après. Vraiment, vous pouvez ajouter vos propres images et votre visite virtuelle. Et donc la question, c'est... La question, c'est déjà... je pense que tout le monde le sait, mais que Google ne nous attend pas pour créer une My Business qu'on ne maîtrise pas, donc... vraiment le maîtriser à fond, ça c'est une première chose. Mais qu'est-ce qu'on fait quand il te met des contenus vidéo, photos qui ne sont pas, on va dire, pertinents ou anciens? Tu fais une réclamation, ça revient. Qu'est-ce qu'on fait? Comment se fait-il? Alors comment se fait-il? C'est que vous pouvez ajouter vous des photos et des vidéos, visites virtuelles si vous souhaitez, sur le compte, mais les visiteurs aussi. Vous savez que maintenant on peut tous ajouter des avis, ajouter des photos, des commentaires, et Google lui il tient compte de ça parce que le propriétaire de l'établissement vienne mettre des photos et tout, il est content de son établissement, tout va bien. Par contre ce qu'il veut c'est que donner une bonne information à tous les autres, tous ceux qui vont venir. Donc il prend les informations des visiteurs et il les affiche. Et donc les photos, il en met, effectivement il y en a des fois qui sont pas du tout sexy, qui sont pas du tout sympas, qui mettent pas du tout en valeur votre établissement ou votre activité, et donc on a tendance à vouloir les supprimer. Malheureusement, on peut que les signaler, c'est-à-dire signaler une photo floue, une photo obsolète, une photo qui est, on va dire dans un mauvais sens, qui peut être de la haine ou de la méchanceté, des violences ou autre sur la vidéo, mais on ne peut pas trier. C'est-à-dire que c'est impossible de trier et de dire je veux celle-là ou pas. Comment tu fais quand elles reviennent? C'est parce qu'elles sont parties, elles sont revenues. Et tu vois très bien de quel magasin je peux parler à Avril. Alors il y a un contenu, ça se peut que ce soit le... C'est délirant quand même. Tu t'enlèves une visite virtuelle qui est obsolète, parce que pour vous expliquer, c'est un magasin qui a changé de franchise. Donc ce qu'on voit, ça n'a plus du tout rien à voir avec les photos et les vidéos. Ça a fonctionné, tu l'enlèves, 2 mois après ça revient. Oui. Pour relancer Google Business, alors il faut... Alors voilà, il faut... On a rajouté, donc tu as rajouté d'autres photos et tout, donc ça a permis de faire baisser, mais on voit quand même par exemple la visite virtuelle. Alors ça, la visite virtuelle, par contre, je pense quand même que la visite virtuelle, c'est l'ancien prestataire qui a fait les photos, qui n'a pas à supprimer correctement, c'est-à-dire qu'il a dû faire un... Je pense que ça c'est sûr, c'est quasiment sûr. Alors les autres photos, il suffit que les photos soient une propriété d'un visiteur. Il faut savoir qu'on peut les supprimer en tant que propriétaire, on peut signaler, Google peut les supprimer, mais sur le compte du visiteur, elles y sont encore. Donc il se peut qu'il les ait tout simplement revalidées, remis une note ou autre chose, et donc tes photos reviennent. Donc là il faut vraiment après, faut savoir que nous on a des contacts spécifiques avec Google aussi pour avoir des liens. Alors après quand on a des sites qui commencent à être un peu importants, on peut avoir aussi des liens spécifiques, et on peut faire des réclamations directement auprès de Google. Alors c'est un peu long, ça met du temps, mais la plupart du temps ça se résout. À un moment donné ça se résout.
Mais bon, c'est vrai que là, c'est une des choses que l'on ne peut pas gérer, c'est les photos visiteurs et les notes. Voilà. Bon, là j'en ai pas parlé aujourd'hui parce que c'est plutôt le côté web marketing et autres, mais pareil, les notes, si vous en avez des pas bonnes, si malheureusement, vous savez, il y a toujours un client insatisfait sur 10, et c'est toujours celui-là qui va venir mettre une note ou un commentaire qui va vous casser. Donc la priorité, c'est répondre. Voilà. Juste mon aparté, c'est répondre, dire ok, désolé, on va essayer de résoudre ce problème, voilà, avec gentillesse, prendre tout pour soi, un peu de méditation avant, voilà, et vraiment lui dire, mais on va trouver une solution. Parce que les gens qui vont arriver derrière, ils vont regarder cette réponse, et ils vont se dire, ok, ça arrive, on est tous pareils, ça arrive, un problème, ça arrive, mais au moins je vois qu'ils ont essayé de résoudre. Ils n'ont pas ou rien dit, ou alors ils n'ont pas essayé de dire c'est la faute au client, non, ils ont juste essayé de résoudre et de comprendre. Et ça, rien que ça, je peux assurer que au moins, ça certifie que la société derrière, les avis, c'est les vrais. Hein, donc ça met en valeur ceux qui sont positifs. Parce que quand il n'y en a pas de négatif, qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête? Ouais, c'est bon, c'est que du faux, quoi. C'est que du faux avis. Moi, c'est ce que je me dis, et je suis sûr qu'il y a 80% des gens qui se disent ça. Donc quand il y en a un de négatif et qu'il y a une solution trouvée ou autre, ils se disent, ah, donc ça c'est des vrais avis, je peux peut-être faire confiance à cette société plutôt qu'à une autre qui a mis que des vrais avis, des faux avis très bons. Voilà. Donc ça c'est juste la partie note. Voilà. Donc là vraiment très très important, le Google My Business, voilà, pour être en local c'est la priorité. Alors il y en a d'autres, mais ça on pourra le voir peut-être en avancée sur les prochains ateliers. Voilà. Donc ensuite, les réseaux sociaux. Tout simplement, 76% des marketeurs, c'est-à-dire des web marketeurs, utilisent les réseaux sociaux. Pourquoi? Pour booster le SEO, parce que ça fonctionne. Il y a quelques temps, il y a quelques années, on disait non, Facebook c'est pas référencé par Google. Si, maintenant si, il y a une grande partie du contenu qui est référencé. Voilà, ils apparaissent réellement dans les résultats de recherche. Qui fait que on voit bien quand on cherche une personne, vous savez, on fait tous une googlisation de la personne quand on rencontre quelqu'un ou pour de l'emploi ou du recrutement. LinkedIn, voilà, Twitter, Facebook, tous les comptes sociaux apparaissent en premier si la personne n'a pas de blog ou de page spécifique sur son site. Donc ça, vraiment maintenant, utilisez-le parce que si une personne apparaît, une société aussi, une page de société aussi. Donc si vous avez votre propre page, utilisez le réseau social pour booster votre SEO. Donc là ça peut être encore une fois, alors j'ai pas fait de focus dessus, mais utilisez tout ce que vous voulez par rapport à votre cible et par rapport à votre temps. Voilà, ça sert à rien de vous mettre sur tous les réseaux sociaux si vous n'avez pas le temps. Si vous êtes seul dans votre entreprise et que vous avez un petit peu de temps pour du Facebook, faites du Facebook, parce que vous savez que vous allez toucher du particulier, du professionnel. Si vous voulez toucher que du professionnel, prenez le temps d'aller sur sur LinkedIn ou Viadeo. Viadeo. Il tient encore, j'espère. Mais bon, voilà, c'est utiliser vraiment, si vous êtes plutôt sur un métier architecture, décoration d'intérieur, fleuriste, utilisez Instagram avec des visuels, des photos, mais utilisez celui qui va vous permettre de toucher votre cible et surtout le plus pertinent, et utilisez un nombre qui correspond à votre temps. Dans votre temps effectif de travail, voilà. Ou sinon on sous-traite. On permet pour savoir que voilà, pourquoi pas. Donc oui, c'est pour ça que vous insistez sur voilà, de ne pas hésiter, voilà, de le sous-traiter et de faire confiance. Voilà, alors Alix aussi, je sais qu'elle en fait un petit peu, voilà, même beaucoup. Voilà, n'hésitez pas. Maintenant, il y a des personnes sur Brive, il y a du monde qui sont capables voilà, qui ont vraiment cette fibre de savoir communiquer, parce que c'est vraiment une fibre aussi pour chaque réseau social. Il y a une solution adaptée, une communication adaptée. Il faut savoir que moi, j'ai une agence web, je fais du référencement, je ne sais pas communiquer sur tous les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu les miens. Voilà, je sais un petit peu sur Facebook. On le fait, j'ai des personnes qui sont compétentes et qui le font pour le Facebook. Mais c'est pas moi, parce qu'on ne peut pas être bon partout. Donc si on ne sait pas faire et qu'on n'a pas le temps, on propose à des gens qui sont compétents de le faire. Voilà. Et surtout, alors... surtout sur des trucs très spécifiques, sur Instagram, sur Twitter, là c'est vraiment une communication très très spécifique. Instagram, il faut des photos, maintenant les gens qui sont dessus savent reconnaître une belle photo d'une mauvaise, et voilà, et direct, il n'y a pas photo. Déjà sur Facebook, on commence déjà à avoir une sélection naturelle sur les posts, les publications, les pubs. Voilà, il faut savoir que
elles étaient tellement bien glissées sur ce fil d'actu, vous savez, quand on se fait, voilà, c'était tellement bien placé que c'est très facile d'avoir du clic et d'avoir de la touche, sauf que maintenant, plus ça va et plus le visiteur, il s'éduque. Voilà, vous êtes tous utilisateurs, j'imagine, de Facebook, et petit à petit, vous apprenez et vous savez reconnaître une publicité d'une autre, vous savez reconnaître une bonne pub d'une mauvaise. Donc, vraiment, les réseaux sociaux, c'est à utiliser, mais avec intelligence et savoir-faire. Il vaut mieux en utiliser un très bien que tous mal. Bon, je vais arrêter sur ça. Elle est bien cette phrase. Voilà, donc en conclusion, tout simplement, on est bien, je pense que j'ai bien tenu. La conclusion, qu'est-ce qu'on fait? On va optimiser son site pour le mobile, on va sécuriser son site avec un certificat SSL, on fait des vidéos et on optimise ses photos, on pense au référencement local. Alors c'est un bien, juste le lien social local, je vous fais juste un aparté. Il faut savoir que là maintenant, par exemple sur Snapchat, juste pour vous montrer un peu la puissance du local, même de la localisation, Snapchat a sorti SnapMap. C'était en toute fin d'année dernière, il me semble. Et donc maintenant, vous pouvez localiser avec Snapchat vos amis. Vous pouvez savoir où ils sont sur une carte avec SnapMaps. Voilà. Donc dites-vous bien que plus ça va aller. Pour moi, Facebook, dès qu'il y a une fonctionnalité nouvelle sur Snapchat, sur Instagram ou autre, ils le mettent sur Facebook. Donc on est bientôt à le voir sur Facebook. Donc ce qui fait que on pourra communiquer avec des gens qui sont proches de nous. Voilà. Moi j'ai vu un nouveau truc, enfin je sais pas, j'ai vu sur le marketplace de Facebook, j'ai l'impression qu'il te met une alerte ou qu'il te met une petite notification quand il y a quelque chose dans ta zone. Secteur. Oui, si tu as, si tu abonné dans les ventes, sur les marketplaces, tout à fait. Oui, il envoie ça comme une notification maintenant. Moi le marketplace, j'y suis juste allée pour montrer ce que c'était, pas du tout pour acheter ou mettre un produit en vente. Oui, on a une notification, comme s'il y avait une nouvelle demande d'amis ou autre. Oui, tout à fait. Si c'est un produit qui correspond à peut-être ce que tu recherchais, et si c'est autour de toi, effectivement, ça se fait. Et de toute façon, ça c'est quelque chose qui va se faire de plus en plus. Parce que qu'est-ce qu'on reprochait au réseau social? C'était la fameuse distance d'avoir des amis à Paris, à Toulouse, et de se dire que ce n'était pas des vrais amis. Là, on va demander si on va avoir ces vrais amis qui sont autour, on va sur un local, et on va pouvoir en plus le localiser et pouvoir savoir si on est proche d'un ou pas. Donc ça, c'est des choses qui vont vraiment être très qui vont être portées. Et donc bien sûr, pensez au référencement local et les réseaux sociaux. Rendez-vous donc au prochain atelier. J'espère que vous pourrez mettre en application tout ce que l'on vient de voir et puis vous revoir au référencement avancé. Voilà. Merci beaucoup. Merci.